Bonsoir et bienvenue à cette rétrospective de la semaine. Le président de la République a présidé une réunion interministérielle élargie au président de la CENI et certains membres du gouvernement à la Cité de l'Union africaine. Durant cette rencontre tenue en début de semaine, les membres ont évalué le processus électoral en cours. Corneille Nangaa a fait l'état de lieu des activités calendaires en cours et en instance de réalisation. Et puis, le comité laïque de coordination est interdit de mener ses activités dans le paroisse catholique de Kinshasa. Dans une correspondance adressée en début de semaine au curé de l'archidiocèse de Kinshasa, l'abbé chancelier Georges Nzila a justifié sa décision de suspendre les réunions du CLC par les doutes de ce dernier sur l'utilisation ou non de la machine à voter lors des scrutins du 23 décembre prochain. En sport, la CV Club de Kinshasa a été qualifiée cette semaine pour la finale de la 15e édition de la Coupe de la Confédération pour la 4e fois consécutive de son histoire. Une qualification obtenue suite à sa victoire face au club égyptien d'Al Masry par un score de 4-0. Cette rencontre de la CAF a fait vibrer le stade de Martyrs dans la capitale congolaise. L'évaluation du processus électoral au cœur de la réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange le samedi 20 octobre 2018 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Une réunion interinstitutionnelle élargie à laquelle ont pris part le président de la CENI, Corneille Nangaa, et certains membres du gouvernement. Selon les comptes rendus faits par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Henri Movasakani, Corneille Nangaa a fait l'état des lieux du processus électoral. Ce dernier porte sur les activités calendaires, celles en cours et en instance de réalisation, mais aussi les défis à relever avant de fixer les chefs des institutions sur la possibilité ou non des séances d'organisation des élections le 23 décembre prochain. Sur tous ces points énumérés, le patron de la centrale électorale a confirmé que les élections auront bel et bien lieu le 23 décembre prochain. Il a ensuite fait savoir aux membres des institutions que les statistiques après contentieux renseignent que 21 candidats ont été enregistrés pour la présidentielle, 15 355 pour la législative et 19 640 pour les provinciales. Concernant le financement du processus, les chefs des institutions ont salué les efforts du gouvernement en la matière, car ayant décaissé jusqu'ici à la hauteur de 70%. Ils ont enfin dégagé un consensus sur les processus calendaires et le plan de sécurisation des élections. Le président congolais Joseph Kabila s'est entretenu mardi 23 octobre dans sa ferme de Kingakati, en banlieue est de Kinshasa, avec un émissaire du président guinéen Alpha Condé. Il s'agit du ministre guinéen en charge de l'énergie et de l'hydraulique tchèque Talibi Sila. Chez Joseph Kabila, le ministre guinéen était porteur de deux messages du président Condé. Le premier est relatif à l'exploitation des ressources énergétiques de la centrale hydroélectrique d'Inga. Selon Tchèque Talibi, le président Alpha Condé partage la vision du président Joseph Kabila pour l'électrification de toute l'Afrique à partir du barrage Inga. S'agissant du deuxième message, le président Condé a formulé une demande à l'endroit de son homologue congolais Joseph Kabila pour qu'il adhère à l'alliance qui a été créée pour développer Inga dans toute sa composante depuis Inga 3 jusqu'au Grand Inga, a déclaré le ministre guinéen. C'est pour exploiter cette immense ressource énergétique qui va au-delà même des espoirs que l'émissaire guinéen a affirmé que 100 gigawatts est extraordinaire étant donné que cette ressource énergétique peut électrifier toute l'Afrique et une grande partie du monde. Pour le ministre guinéen, Joseph Kabila, qui a totalement adhéré à cette vision partagée avec son homologue guinéen, et ce chef d'État qui a une vision de développement non seulement pour son pays, mais aussi pour toute l'Afrique à travers l'intégration africaine par le biais de l'énergie. Le Premier ministre Bruno Tshibala a présenté hier, mardi 23 octobre, le budget annuel pour l'exercice 2019 devant les députés nationaux. Il s'agit d'un projet de loi des finances soumis à l'examen et adoption de l'Assemblée nationale. Lors de son intervention, le Premier ministre a estimé que le présent projet de loi des finances de l'État, évalué à 10 352 milliards 300 millions de francs congolais, soit près de 6 milliards de dollars américains, est équilibré
équilibré en recettes et en dépenses. D'après Bruno Tubala, ce budget présente des chiffres prometteurs avec augure favorable sur le front du cours du cuivre, du taux d'inflation, des réserves d'échange. C'est là en dépit de la régression de 0,01% par rapport à son niveau de 2018. Pour le Premier ministre congolais, la régression constatée dans le projet de loi sous examen à la Chambre basse se justifie par la baisse substantielle de recettes extérieures et celle de budget annexe. Toujours dans son allocution, Bruno Tubala a parlé d'une inflation moyenne évaluée à 12,4%. Après de nombreuses évaluations, le ministre Tibala a estimé que les recettes courantes acquises un croissement de 25,6% par rapport à leur niveau voté en 2018. En outre, il a largement parlé des recettes des douanes, des impôts, des recettes non fiscales encadrées par la DGRAD et celles provenant des pétroliers votés en 2018. Selon lui, le secteur des impôts apportera une grande contribution dans cette loi financière représentant le budget annuel pour l'exercice 2019. Le Premier ministre Bruno Tubala a présenté hier mardi 23 octobre le budget annuel pour l'exercice 2019 devant les députés nationaux. Il s'agit d'un projet de loi des finances soumis à l'examen et adoption de l'Assemblée nationale. Lors de son intervention, le Premier ministre a estimé que le présent projet de loi des finances de l'État, évalué à 10 352 milliards 300 millions de francs congolais, soit près de 6 milliards de dollars américains, est équilibré en recettes et en dépenses. D'après Bruno Tubala, ce budget présente des chiffres prometteurs avec augure favorable sur le front du cours du cuivre, du taux d'inflation, des réserves d'échange. C'est là en dépit de la régression de 0,01% par rapport à son niveau de 2018. Pour le Premier ministre congolais, la régression constatée dans le projet de loi sous examen à la Chambre basse se justifie par la baisse substantielle de recettes extérieures et celle de budget annexe. Toujours dans son allocution, Bruno Tubala a parlé d'une inflation moyenne évaluée à 12,4%. Après de nombreuses évaluations, le ministre Tibala a estimé que les recettes courantes acquises un croissement de 25,6% par rapport à leur niveau voté en 2018. En outre, il a largement parlé des recettes des douanes, des impôts, des recettes non fiscales encadrées par la DGRAD et celles provenant des pétroliers votés en 2018. Selon lui, le secteur des impôts apportera une grande contribution dans cette loi financière représentant le budget annuel pour l'exercice 2019. Le Front commun pour les Congo, FCC, confirme la tenue de son meeting pour ce samedi 27 octobre au stade Tata Raphaël à Kinshasa. Contrairement aux fake news qui circulent sur les réseaux sociaux annonçant le report de ce meeting dit de grande vérité, la méga plateforme électorale persiste et signe que son rendez-vous du week-end est bel et bien maintenu. Jeudi 25 octobre dans la soirée, le gouverneur de la ville, André Kimbuta Yango, avait pris acte de la tenue de ce meeting. Il a, à cet effet, demandé aux organisateurs de collaborer avec le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, et les bourgmestres de la commune de Kalamou en vue de prendre les dispositions sécuritaires habituelles. Pour rappel, au cours de ce meeting, le Front commun pour les Congo compte non seulement présenter son candidat à la présidentielle du 23 décembre, mais aussi s'exprimer sur les grandes questions d'actualité liées au processus électoral, notamment la machine à voter et le fichier électoral. Le parti lumumbiste unifié Palou a décidé d'apporter son soutien à la candidature de Ramazan Shadary à la prochaine présidentielle. C'est dans une déclaration lue le vendredi 19 octobre par le secrétaire permanent du parti, Lungi Gizenga, que cette volonté du parti a été rendue publique. Selon lui, le soutien au candidat du Front commun pour les Congo se justifie par le fait que le Palou veut donner une chance à la construction d'un front de gauche au pouvoir pour une nouvelle vision de développement au Congo. Les Palou invitent ainsi toute sa base à se mobiliser pour la victoire du dauphin de Joseph Kabila le 23 décembre prochain. Rappelons qu'Antoine Gizenga, leader du Palou, a été écarté de la course à la présidentielle pour conflit d'intérêts avec Adolphe Muzitu et défaut de signature.
La marche des opposants contre la machine à voter a bel et bien eu lieu à Kinshasa, comme en province, ce vendredi 26 octobre 2018. Les manifestants sont partis de la place échangeur de Limete pour chuter sur le boulevard Triomphal. À la tête des marcheurs figurent les leaders de l'opposition que sont Martin Fayoulou et Théodore Ngoy, les deux candidats à la présidentielle. Adolphe Mozitou, Fidel Babala, Christophe Lutundula, Jean-Bertrand Ewanga et Claudel Loubaya. Félix Tshisekedi n'est pas parmi les marcheurs alors qu'il a signé ce jeudi 25 octobre le communiqué final du conclave de leaders de l'opposition qui ont notamment exigé le retrait de la machine à voter. La marche a aussi été effective à l'intérieur du pays. À Goma, au Nord Kivu, elle s'est clôturée par une image symbolique. Une imprimante a été brûlée en signe de refus de l'utilisation de la machine à voter. Aussi, un mémorandum a été remis au secrétaire exécutif de la CENI provinciale qui a promis de transmettre au bureau de la centrale électorale. À Lubumbashi, par contre, où la marche n'a pas été autorisée, mais les activités ont été paralysées dans la commune de la Kenya après qu'une tentative de marche ait été empêchée par les forces de l'ordre. À Kinshasa, l'on a noté la forte présence des forces de l'ordre qui ont encadré cette marche organisée à l'appel des partis politiques de l'opposition contre l'utilisation de la machine à voter et une parodie d'élection, nous rapporte le média Top Congo. Les allures que prennent les processus électoraux congolais prouvent que personne ni rien ne pourrait l'arrêter. Lentement mais sûrement, les calendriers publiés il y a quelques mois par le président de la CENI s'appliquent sans être inquiétés. L'heure est actuellement au déploiement de matériels électoraux, opération lancée mercredi 24 octobre par Corneille Nangaa. 581 tonnes de matériels électoraux, contenant notamment des isoloirs, seront réceptionnés dans l'ensemble du territoire congolais. Les débuts de cette opération visent concomitamment le nord-est et les centres de la République démocratique du Congo, précisément l'Ituri, la Chopo, le Nord Kivu, le Haut et Bazouélé, et pour les centres, le Kasaï central et oriental, le Kasaï et le Sankourou. Ces déploiements s'effectuent par voie aérienne, fluviale, lacustre et routière. Le moyen de transport visé pour la circonstance sont 7 hélicoptères, 7 avions, 130 camions et 195 pick-up. Ce qu'il faut également signaler, c'est la décision de la Commission électorale nationale indépendante de poursuivre les processus électoraux avec ses anciens agents, c'est-à-dire ceux ayant travaillé avec la centrale électorale lors des anciennes élections ou lors de précédentes opérations, dont la révision du fichier électoral. C'est à ces sujets que la CENI alerte l'opinion sur un réseau mafieux qui soutire des sous à ses anciens agents pour un quelconque recrutement. Jean-Pierre Kalamba a fait savoir que la réintégration au sein de la centrale électorale s'est fait gratuitement. Des criminels non autrement identifiés ont attaqué la nuit du dimanche 21 au lundi 22 octobre 2018 les résidences de personnalités politiques, notamment celle du porte-parole du gouvernement congolais et ministre des médias et de la communication Lambert Mende Malanga, ainsi que celle du porte-parole de la majorité présidentielle André Alain Atundu. Suite à ces attaques, le général Silvano Kasongo, chef de la police ville de Kinshasa, a fait savoir que la police disposait des informations sur de criminels qui voulaient attaquer des personnalités politiques à Kinshasa, d'où la présence de barricades érigées par la police sur quelques artères de la ville. C'était pour dissuader et rechercher ces criminels, a-t-il déclaré. Il ajoute aussi que ces opérations de fouilles vont se poursuivre jusqu'au démantèlement de ce réseau mafieux et que la sécurité est renforcée autour des résidences des personnalités. Il s'y est de noter que de ces attaques, aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, sauf quelques dégâts matériels, notamment chez le voisin du ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende Malanga. Exploitation illégale de l'or de la RDC par un Belge à Entebbe en Ouganda. Dans une enquête menée par des Century, il fait état de l'exploitation illégale de l'or de la RDC à Entebbe en Ouganda dans une raffinerie contrôlée par un sujet belge, Alain Gotz, affirme l'ONG américaine anticorruption dans son rapport récent. Selon le journal belge La Belga, qui a rendu publique cette information, de l'or extrait dans des zones de conflit à l'est de la République démocratique du Congo atteint les marchés internationaux, dont la chaîne d'approvisionnement des grandes entreprises américaines et dans des produits que les consommateurs utilisent au quotidien. À en croire la même source, des documents et interviews conduites par l'ONG de Century, fondée par l'acteur américain George Clooney, des réseaux d'entreprises contrôlés par les manias
ont raffiné de l'or exporté en contrebande de l'Est du Congo à l'usine d'African Gold Refinery AGR en Ouganda et l'a ensuite exporté par le biais d'une série d'entreprises vers les États-Unis et l'Europe, affirmait-on dans les rapports publiés en fin de semaine dernière. Toujours selon les documents consultés par l'ONG, AGR a exporté en 2017 de l'or d'une valeur d'environ 377 millions de dollars américains à un affilié apparent de la raffinerie d'une entreprise à Anvers dénommée Tony Goetz NV, basée à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Nombreuses personnes interviewées ont identifié AGR comme source d'or des conflits provenant du Congo, lequel finance les conflits de l'Est de la RDC. Accusation que rejette cette raffinerie. L'or congolais, rappelle-t-on, fournit 300 à 600 millions de dollars américains aux acteurs armés, indique un rapport des Nations Unies. Alors que les Congolais attendaient la désignation de leur candidat commun lors des assises de l'Afrique du Sud, les opposants se sont plutôt concentrés sur du déjà entendu, notamment la machine à voter et les fichiers électoraux. Ces conclaves qui s'est clôturé jeudi 25 octobre n'a pas produit du nouveau et selon les observateurs, c'est fait une occasion pour ces camps politiques de faire la répétition de ces déclarations habituelles, une routine depuis les lancements du processus électoral. Ils ont de nouveau affirmé qu'ils ne boycotteront pas le scrutin de décembre et exiger une fois de plus l'organisation des élections libres, crédibles, inclusives, transparentes et apaisées, la non-utilisation de la machine à voter, le nettoyage du fichier électoral ainsi que la mise en œuvre immédiate de la décrispation de l'espace politique. La révélation du nom du candidat commun a été, elle, différée. Ils promettent de s'y pencher au conclave de 7 leaders de l'opposition prévu le 15 novembre prochain, soit la veille du début de la campagne électorale. Somme toute, les opposants ont au cours de ces travaux de 2 jours appelé le peuple congolais à la vigilance et à la mobilisation pour obtenir une alternance réellement démocratique. Les activités du comité laïque de coordination, CLC, ont été suspendues dans toutes les paroisses catholiques de Kinshasa. Dans une correspondance adressée au curé de l'archidiocèse de Kinshasa, ce mardi 23 octobre, l'abbé chancelier demande de suspendre toutes les conférences du CLC. La lettre du chancelier fait suite aux doutes émis par les CLC sur l'usage ou non de la machine à voter lors des élections du 23 décembre prochain. L'abbé Georges Nzila demande au curé d'attendre les conclusions d'une réunion entre l'Église et les CLC avant de reprendre ou pas les activités du CLC sur toutes les paroisses de Kinshasa. Pour rappel, le comité laïque de coordination CLC avait annoncé le 5 octobre dernier dans un communiqué qu'il entreprendra des actions pour exiger à la CENI l'impression des bulletins à papier, ce conformément au calendrier électoral publié le 5 novembre 2017 et ainsi dire non à la machine à voter. 15 Congolais refoulés d'Angola sont morts à Kamako, au Kasaï, depuis le début des expulsions massives des étrangers attamés depuis octobre par les autorités angolaises. 3 parmi ces victimes sont morts depuis le lundi matin à Kamako. Selon Anakle Mouawa Kapinga, l'administrateur adjoint de la ville de Chikapa, résidant à Kamako, ces Congolais venaient d'Angola malades pour la plupart de la tuberculose. Ils sont épuisés et en plus, ils mangent difficilement. Voilà pourquoi ils sont en train de mourir, a ajouté Kapinga Anakle. L'administrateur de Chikapa a lancé un appel à la direction des autorités et des hommes de bonne volonté pour la mise en place d'une aide rapide en faveur de ses compatriotes. Par ailleurs, le docteur Mikobi, les responsables du centre de santé de référence de Kamako, affirment que 318 malades de la tuberculose sont enregistrés. Parmi les refoulés, la tuberculose est la principale cause de la mortalité des Congolais chassés d'Angola. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, s'est dit indigné par les récentes tueries des civils dans la ville de Beni au Nord Kivu. C'est par un communiqué signé par son porte-parole adjoint que le chef de l'ONU a estimé qu'il s'agit d'une suite des massacres de rebelles ougandais dans la région de Beni.
Antonio Guterres s'est dit profondément indigné par les informations selon lesquelles des agents des services de santé congolais combattant l'épidémie d'Ebola au Nord Kivu ont trouvé la mort, toujours lors des attaques à répétition de présumés rebelles. Ainsi, le secrétaire général de l'ONU a appelé tous les groupes armés à cesser immédiatement leurs attaques contre le civil. Antonio Guterres a réitéré particulièrement son soutien aux civils dans les zones touchées, tant par l'épidémie d'Ebola que par l'insécurité armée. Cette même situation a été également condamnée par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS, Dr Tedros Adhanom. Ces derniers se préoccupent profondément de la poursuite des activités de riposte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola dans la région de Beni et ses environs. Femme battante, compatriote modèle et exigeante au travail, tels sont les mots forts qui ont constitué les derniers hommages rendus à Mélanie Mouimbarissassi Amba, conseillère diplomatique du président du Sénat, Léon Kengo Adondo, et présidente de la fondation Mouimbarissassi Amba FMRA. De la représentante de l'association des femmes chefs d'entreprise du Congo au directeur du cabinet du Sénat, en passant par la vice-présidente de la FMRA, les éloges n'ont cessé de se succéder à l'égard de l'illustre disparu. Nous te remercions pour cette présence empreinte de douceur, cette présence que tu as été. Nous te remercions pour les idées d'encouragement dans nos moments les plus difficiles. Nous voulons aussi te présenter aujourd'hui notre gratitude pour les réflexions partagées sur les valeurs de la vie, le sens du devoir, le sens du patriotisme. Tu pars au moment où nous avons lancé Fertel, la plateforme des femmes engagées pour le respect des accords et des textes légaux. Plateforme pour laquelle tu te battais chaque jour. Ton absence va peser sur ces deux associations qui comptaient encore sur les idées que tu voulais leur apporter. Mais ton abnégation, ta générosité, ta douceur continueront à alimenter nos actions pour tenir toujours très haut le flambeau des œuvres auxquelles tu tenais. Dans des FMRA, Maman Mouimba avait sa vision de la vie en commun en République démocratique du Congo. En effet, elle voulait que FMRA arrive à appuyer les forces vives de la nation congolaise dans la mise en application des lois et accompagner la population dans la compréhension et le respect des règles. De ce fait, elle en fixa des objectifs à atteindre, à savoir promouvoir les valeurs morales, restaurer le respect du sacré, éveiller la conscience du citoyen congolais sur ses droits et devoirs. Tu as été une femme de rigueur, une femme de discipline, au point que tu as créé une ASBEL dénommée Fondation Mouimbarissassi Amba, MFERA ainsi. Tu as pensé, à travers la fondation, traiter les mots qui sont les causes des dysfonctionnements au sein de notre société. Il s'agit notamment de la perte de valeur, la culture du non-respect des règles, la complaisance à l'égard des antivaleurs, les trafics d'influence. C'est dire donc que tu étais une battante, une patriote qui s'est toujours donnée pour son pays. Tes collègues du cabinet et tous les personnels d'appoint et les personnels de l'administration te regrettent amèrement. Ils te souhaitent un repos paisible et demandent à la terre de nos ancêtres de t'accueillir favorablement. Adieu Mélanie. Décédée d'une courte maladie le 15 octobre 2018, Mélanie Mouimbarissassi Amba a été conduite à sa dernière demeure ce jeudi 25 octobre 2018 à la nécropole entre terre et ciel de l'Ancélé à Kinshasa. Un rêve devenu aujourd'hui une réalité. L'association sportive V-Club de Kinshasa jouera la finale de la 15e édition de la Coupe de la Confédération pour la 4e fois de son histoire. Ce après s'être imposé mercredi 24 octobre 2018 face au club égyptien d'Al-Masri par 4 buts à 0 au stade de Martyrs de Kinshasa. Déjà à la 9e minute,
les Congolais ont ouvert le score grâce à une tête d'Edi Ngoy et Momo. Le même milieu de terrain a doublé la mise pour son équipe à la 36e minute d'un tir puissant du gauche. 2-0, c'est le score à la pause. De retour des vestiaires, soit à la 75e minute, le buteur maison Jean-Marc Makoussou s'invite à la fête en marquant un but comme lui-même en a le secret. Il échappe à la vigilance des défenseurs égyptiens, dribble le gardien et place la balle au fond du filet. Dans les temps additionnels, Moukoko Batezadio marque le 4e but de la partie à la grande satisfaction du public vert et noir. Malgré un piège au match aller, les Moscovites n'ont pas tremblé au retour et n'ont fait qu'une bouchée du club égyptien. Le club jouera en finale contre le club marocain des Raja de Casablanca qui a battu Enimba du Nigeria par 2-1. La double confrontation finale est prévue pour le 23 novembre 2018 au Maroc et le 30 novembre 2018 à Kinshasa. Le rappel de titres développés au courant de la semaine. Le président de la République a présidé une réunion interministérielle élargie au président de la CENI et certains membres du gouvernement à la Cité de l'Union africaine. Durant cette rencontre tenue en début de semaine, les membres ont évalué le processus électoral en cours. Corneille Nangaa a fait l'état de lieu des activités calendaires en cours et en instance de réalisation. Et puis, le comité laïque de coordination est interdit de mener ses activités dans le paroisse catholique de Kinshasa. Dans une correspondance adressée en début de semaine au curé de l'archidiocèse de Kinshasa, l'abbé chancelier Georges Ndila a justifié sa décision de suspendre les réunions du CLC par les doutes de ce dernier sur l'utilisation ou non de la machine à voter lors des scrutins du 23 décembre prochain. En sport, la CV Club de Kinshasa a été qualifiée cette semaine pour la finale de la 15e édition de la Coupe de la Confédération pour la 4e fois consécutive de son histoire. Une qualification obtenue suite à sa victoire face au club égyptien d'Al Masri par un score de 4-0. Cette rencontre de la CAF a fait vibrer le stade de Martyrs dans la capitale congolaise. Fin de ce journal rétrospectif. Merci de votre attention.